En prenant la relève de l'érablière de Saint-Omer-de-Lillet, Dave représente la troisième génération de propriétaires issus de la famille Brie. En plus du transfert de connaissances dont il a pu bénéficier grâce à son père, Dave détient également un diplôme d'études professionnelles en acériculture. Nous l'avons rencontré afin d'en savoir plus sur l'évolution des méthodes de production du sirop d'érable. Quand j'étais jeune, dans mon jeune temps, on est souvent ici la fin de semaine, puis même la semaine, là, avant le primaire, je vous dirais, là, dans les tout débuts. L'entaillage à Chaudière, ça m'a été transmis surtout de mon père, parce que mon grand-père n'était plus beaucoup là, avec son âge. Fait que mon père m'a vraiment montré, il m'a acheté mes premières chaudières, puis la première drill avec les chalumeaux, puis j'ai décidé là, de me lancer dans l'entaillage de mes chaudières. Fait qu'on parçait vraiment là, plus bas possible, pas trop haut, pour pas être obligé de les courir à la fin là, avec une échelle. On se mettait toujours là, le plus bas possible. On parçait notre trou, on mettait notre chalumeau, on le cognait comme il faut. Après ça, on mettait nos chaudières, nos couverts pour qu'ils se remplissent de neige quand il neigeait. Surtout les entaillages, on a connu là, vraiment au vibroquin. Fait qu'on mettait ça sur notre cuisse, puis on parçait là, au vibroquin avec une grosse mèche 7-16. Par la suite, on a transféré aux machineries à gaz. Fait que c'est une perceuse à essence. Puis avec la même grosseur de mèche, c'était standard quand même. C'est juste que là, c'était plus facile vu que la personne s'en allait, elle perçait les érables en avant, puis l'autre, les plusieurs 3 ou 4 personnes suivaient pour l'installation complète d'installation aux chaudières. Aujourd'hui, c'est vraiment moderne. L'équipement n'est pas lourd, là. Fait qu'on entaille vraiment des perceuses haute performance à haute vitesse. Qu'autrefois, c'était la première vitesse. Une vitesse qui était très lente. À cette heure, là, on est rendu avec des 2000 tours minute, là. Fait que ça va quand même assez rapide, là. Au début, j'ai commencé, on avait juste 300 à chaudière. Par la suite, j'ai décidé de tout transférer ça au tube. Puis là, on est comme rendu, là, on a commencé avec 20 000 entailles au tube bleu. Par la suite, 24 000 pour faire le bon là, à 44 500 là, lors de l'achat. Le diamètre d'entaillage a eu beaucoup de répercussions là, au fil des années. Là. On s'est rendu compte que le diamètre qui était autrefois 7,16 était une bonne dimension, mais ça aidait vraiment pas à la survie de l'arbre. Là. Ça faisait beaucoup de cicatrisation, la compartimentation de l'arbre, fait que le trou prenait beaucoup de temps à se fermer. Mais on commence à y aller vers le 1 quart, encore plus petit, pour vraiment là, empêcher l'arbre d'avoir un choc finalement là, lors de l'entaillage. Fait que ça permet à l'arbre de se fermer beaucoup plus vite, de se guérir plus vite, donc faire le tour de l'arbre vraiment moins rapidement. Là. Ça garde les forêts en santé. Là. Si on prend une mèche qui a un plus petit diamètre comme un quart de pouce, on va se trouver à faire une blessure qui va être un peu moins grande. Le plus gros avantage, c'est que cette blessure-là, c'est pas seulement le trou, c'est aussi, à toutes les fois qu'on perce un trou, il va y avoir une zone de bois qu'on appelle du bois compartimenté, qui est derrière l'écorce. Ce bois-là, il va devenir non fonctionnel. Il n'y aura plus jamais de sève qui va circuler par là. Donc, si on fait un plus petit trou, on crée moins de bois compartimenté. Et ça veut dire qu'à long terme, ça va nous laisser beaucoup plus de place pour rentailler dans du bois qui, lui, va être fonctionnel et qui va nous donner de la sève. C'est le principal avantage. J'ai été en formation à l'école de Saint-Anselme. J'ai suivi un DEP. Puis à ce moment-là, on a vraiment plus pointillé sur l'entaillage, la méthode d'entaillage qui était vraiment importante au niveau de la rotation de l'arbre. Fait que c'est vraiment important pour nous de faire un marquage de l'entaille pour pas réentailler de la même place l'année suivante. Fait qu'on s'assure de tourner soit toujours à gauche ou toujours à droite. Autrefois, c'était pas vraiment les méthodes qui étaient appliquées. Là. Dans le temps de mon grand-père et même mon père, jusqu'en 2014, ce que je me souvienne. Là. Les méthodes, c'était vraiment, on part avec une drill, puis on part ça bon nous semble, finalement, avec la longueur du tuyau. Même les chaudières aussi. Les chaudières, c'était toujours au même endroit, au soleil, le plus possible. Fait qu'à cette heure, on a vu que ça servait vraiment à rien de partir plus au soleil, plus au sud, plus au nord. Ça n'a pas vraiment d'importance. L'arbre va dégeler vraiment là, en même temps. Fait que peu importe là, où est-ce qu'on l'entaille de nos jours, c'est pas d'importance. L'important, c'est vraiment de tourner pour être sûr de chercher notre maximum là, de potentiel de l'arbre. Les gens ont remarqué que s'ils entaillaient effectivement du côté sud, on pouvait avoir un départ un peu plus rapide le matin, puis une meilleure coulée finalement à cause du temps de dégel le matin. On peut s'imaginer que si on entaille toujours du même côté de l'arbre, on va se retrouver avec beaucoup de blessures et beaucoup de bois compartimenté. Et à la longue, on va avoir de la difficulté à trouver un endroit pour entailler de ce côté-là. Afin d'éviter ça, c'est une très bonne idée de s'obliger à entailler tout le tour de l'arbre. Ce qui va faire qu'avec les années, on va faire complètement le tour de tous nos arbres
pour mieux répartir les blessures. On a une grosse différence observée au niveau de l'entaillage autrefois avec aux chaudières, finalement. C'était vraiment un trou qui était à air ouverte. On mettait un chalumeau. Souvent, le trou séchait. On faisait 2-3 semaines d'entaillage. Puis après ça, après 2-3 semaines là, que le printemps a commencé, les coulées diminuaient beaucoup. C'est rare qu'on se rendrait à fin avril. Là. Habituellement, là, mi-avril, là, les trous commençaient à sécher. Mais c'était la seule méthode qu'il y avait. Aujourd'hui, l'avantage qu'on a à Tubleux, c'est qu'il n'y a pas d'air qui vient en contact avec l'entaillage qu'on a fait. Fait que ça reste frais. On commence à entailler au mois de janvier, puis ça coule encore à fin mai. Là. Puis c'est vraiment la grosse différence. Là. Le fait que maintenant, on entaille avec de la tublure, le trou de l'entaille est moins en contact avec l'air. Mais en plus, on a une pompe à vide qui enlève l'air dans le réseau de tublure, ce qui va faire que les entailles vont pouvoir couler beaucoup plus tard, ce qui n'était pas possible à l'époque des chaudières avec les trous exposés à l'air à l'époque des chaudières. On a une grosse différence au niveau du transport d'eau aussi. Autrefois, on utilisait des chevaux, puis après ça, des machineries qu'on utilisait pour le transport d'eau. Même les petites pompes, là, les pompes à essence aussi qu'on utilisait beaucoup. Aujourd'hui, on est plus moderne. On y va avec les pompes électriques, on est dans le souterrain. Fait que l'eau reste beaucoup plus froide, elle se garde plus longtemps. Ça nous permet d'avoir vraiment là, un maximum de qualité là, pour le sirop d'érable. Moi, quand j'étais jeune, j'ai vraiment tombé dedans, je vous dirais. Là. Je m'amusais tout le temps ici, puis je le savais que c'était fait pour moi. Puis je voulais aller faire une formation pour vraiment améliorer les rendements de l'érablière à mon père. Fait que j'ai vraiment décidé là, de tenir tête, d'aller suivre une formation, puis de me renseigner là, au lieu de s'astiner. On se renseigne, puis ça m'a vraiment aidé. Je ne regrette vraiment pas la formation. Ça a augmenté nos rendements beaucoup. Pour le rendement qui a augmenté, c'est vraiment la portion de sirop qu'on sort à l'entaille. Fait qu'on calcule vraiment le nombre de sirops d'érable qu'on a sorti par entaille qu'on a. Fait qu'on vraiment, peu importe le nombre d'entailles qu'on rajoute, on va toujours en tenir à diviser le nombre de récoltes de sirop par le nombre d'entailles. Fait qu'on a vraiment un potentiel, exemple 4 livres à l'entaille, ça veut dire que c'est 4 livres de sirop d'érable pour un entaille. Ça représente vraiment la moyenne de tout l'ensemble des entailles. Les rendements ont augmenté avec les décennies à cause de la technologie puis de nos meilleures connaissances là, sur comment faire du sirop. Il est maintenant possible de voir des gens qui vont produire plus que le traditionnel 1,5 livre qu'on faisait aux chaudières. Maintenant, on a des gens qui vont produire 3, 4 et 5 livres par entaille. Au niveau de l'évaporation de l'eau d'érable, quand j'étais jeune, on bouillait au bois. Là, on avait deux évaporateurs au bois. C'était des machines là, qui étaient moins performantes. On mettait beaucoup de bois, mais on passait des fois des nuits entières à bouillir là, de l'eau. Là. On a décidé de faire le changement à l'huile pour gagner du temps un petit peu pour la rapidité là, d'évaporation. Les machines, surtout, ont beaucoup évolué aux normes d'efficacité éco-énergétique. Sont beaucoup plus performantes, plus de gallons évaporés à l'heure. Puis ce qui nous aide aussi, c'est que l'eau, on est capable de rentrer l'eau plus sucrée à l'intérieur de la machine sans être obligé là, de la passer toute en eau. Là. Fait que ça nous aide beaucoup au niveau du temps, au niveau du sommeil aussi. Fait que ça nous permet de bouillir moins longtemps puis de garder la même qualité de sirop d'érable qu'autrefois. Les évaporateurs n'ont pas tant changé que ça. À la base, c'est des casseroles exposées à la chaleur. Puis c'est sûr que si on a changé de combustible puis qu'on prend quelque chose qui chauffe plus égal, comme de l'huile, comparativement à du bois, où ce qui avait une variation de la température, l'uniformité, elle va nous aider beaucoup. Mais au-delà de ça, le fait qu'on puisse maintenant utiliser des appareils d'osmose, on a sucré beaucoup plus l'eau et le temps de séjour dans l'évaporateur est beaucoup plus court. Et la combinaison des deux, là, un évaporateur avec une chaleur constante, avec un taux de sucre plus élevé dans la sève parce qu'on l'a concentré, on peut produire maintenant, au lieu de 2 gallons de sirop à l'heure, il y a des gens qui vont produire 100 gallons de sirop à l'heure avec un évaporateur. C'est vraiment quelque chose qui a évolué beaucoup. Autrefois, on n'avait pas un sirop qui était certifié biologique. On était vraiment conventionnel, qu'on appelle, un sirop conventionnel. Aujourd'hui, on a décidé de faire le pas pour la certification biologique.
Le sirop elle-même, ça ne change rien. C'est juste les produits qu'on utilise pour le lavage, l'équipement qui est différent, les registres qui sont beaucoup plus à jour. Le sirop va être lassé de la même façon, les goûteurs vont être les mêmes. C'est vraiment juste la différence là, au niveau là, du traitement là, dans l'érablière que ça se passe. Là. Les gens qui produisent de manière biologique doivent tenir compte du fait que les consommateurs souhaitent avoir un sirop qui est le plus pur possible, avec le moins de contamination possible. La liste des produits qui sont autorisés est très courte. Puis en plus, ce sont des produits qui ont été sélectionnés parce qu'ils sont moins nocifs pour l'environnement. Les producteurs doivent tenir des registres, puis dans les registres, on va retrouver de l'information sur comment le sirop a été produit, mais aussi à quel moment il a été produit pour faire une traçabilité. La méthode de classification du sirop, autrefois, on classait ça par 4 catégories de couleurs, le 2A, le A, le B et le C. Puis aujourd'hui, on est plus pourcentage de couleurs, puis on y va aussi avec les défauts vraiment là, majeurs de goût du sirop. Pour le goût, on prend l'échantillon, on le verse à l'intérieur, on a un fond de sirop, on va le goûter. Si on a des doutes, c'est pas compliqué. Si on a vraiment des doutes, on va aller se vérifier avec une référence. On va démancher la référence. Juste aller goûter là, légèrement. Puis avec ça, on va être capable de savoir. Là... Non, il est vraiment sucré érable. Là. À ce moment-là, on va marquer sucré érable. La couleur, très facile. On vient calibrer l'appareil. Par la suite, j'avais déjà rempli là, mon échantillon. Un coup que c'est fait, on vient insérer l'échantillon à l'intérieur. Puis on check la couleur, ça va nous donner vraiment la couleur exacte là, du produit, avec le pourcentage. 68, donc on a un sirop qui est ambré. Si un sirop il est beaucoup plus ambré ou bien clair, c'est un sirop qui va être plus payé un petit peu, quelques cents de plus. À la livre, puis plus qu'il est sucré aussi, là, le goût va être meilleur, fait qu'automatiquement, il va être bien payé. Si on a un sirop qui est vraiment plus foncé, qu'on va vraiment dans le foncé ou très foncé, on va avoir des goûts robustes, fait qu'on va avoir souvent des goûts surcaramélisés, caramel, des goûts de bois, brûlés, fait que là, c'est sûr qu'ils vont nous enlever là, quelques cents de la livre. Ce qui me rend très fier, je vous dirais, de génération en génération, on est capable de garder un sirop qui est de qualité, qui est bon, puis on a augmenté quand même nos rendements. C'est vraiment... Les érables sont les mêmes qu'autrefois. On voit encore les souvenirs là, qui sont encore aux racines des arbres. Puis les érables sont encore en très bonne santé. Puis ça nous permet de faire un bon sirop de qualité, puis en plus qui est certifié biologique. Les techniques ont évolué avec les années, mais il est possible de retrouver des arbres au Québec qui sont entaillés depuis plus de 200 ans. Il y a des arbres qui sont entaillés depuis aussi longtemps que ça et qui produisent maintenant encore très bien. Une personne qui est soucieuse de ses méthodes de travail, puis qui, pour ne pas endommager la ressource, peut dire qu'il peut, de façon pensable, là, exploiter toute sa vie une érablière et la transmettre à quelqu'un d'autre après lui et ça continue. Les procédés de production de sirop d'érable ont beaucoup évolué dans les dernières décennies. C'est une fierté pour Dave de poursuivre la tradition de l'érablière Brie et de mettre en pratique les nouvelles connaissances acquises afin d'optimiser la production et assurer la pérennité de cette entreprise familiale.